Et si, pour comprendre un problème complexe, on arrêtait de tout décortiquer pour plutôt regarder la vue d'ensemble? Eh bien, c'est exactement la promesse d'une approche fascinante qui peut changer notre vision du monde, la théorie des systèmes. C'est un cadre de pensée qui nous apprend à ne pas voir seulement les pièces du puzzle, mais surtout à comprendre comment elles s'emboîtent les unes dans les autres pour former une image complète. Pour bien saisir de quoi on parle, le plus simple, c'est de comparer. D'un côté, on a l'approche analytique, la méthode scientifique classique. Elle consiste à déconstruire, à démonter une horloge pour comprendre le fonctionnement de chaque petit rouage. C'est super utile, bien sûr, mais on perd de vue l'essentiel. Comment l'horloge dans son ensemble donne l'heure? L'approche systémique, elle, fait tout l'inverse. Elle s'intéresse justement aux connexions, à la manière dont tous ces rouages interagissent pour que la machine fonctionne. Alors, d'où ça vient cette idée? Il faut remonter un peu dans le temps, dans les années 1940, avec un biologiste du nom de Ludwig von Bertalanffy. Sa critique, au fond, était toute simple. Il trouvait qu'en se focalisant uniquement sur les détails, la science traditionnelle passait à côté de l'essentiel, la vision du tout. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait qu'une chose est un système et pas juste un tas de trucs? Allons voir les ingrédients de base. Alors, un système, c'est quoi au juste? Attention, ce n'est pas simplement une collection d'objets. Non, la définition est très précise. C'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction dynamique. Et toute cette organisation a toujours un but, une finalité. Si on devait retenir 3 mots-clés, ce serait ça. Éléments, interaction et but. Ok, commençons par le début. La base de n'importe quel système, ce sont ses éléments. Ses briques, si on veut. Mais bon, pris tout seul comme ça, il ne nous raconte pas grand-chose, on est d'accord. Et c'est là que la magie opère. Parce que le plus important, ce ne sont pas les éléments eux-mêmes, ce sont les connexions entre eux. Ces interactions, ces flèches, c'est ça qui prouve que le système n'est pas un truc figé. Il est vivant, il se passe quelque chose. Cette citation de Joël de Rosner résume ça à la perfection. C'est vraiment l'interaction et le but qui font le système. L'exemple parfait, une équipe de football. Ce n'est pas juste 11 joueurs sur un terrain. Non, ce qui en fait une équipe, c'est qu'ils interagissent en permanence, dans un but commun, marqué. Et le résultat de toutes ces interactions, ça porte un nom. C'est un concept clé, l'émergence. En gros, c'est l'idée que le tout est bien plus que la simple somme de ses parties. Un système a des propriétés qu'aucun de ses éléments ne possède individuellement. Pensez à la conscience humaine. C'est fou, non? Elle émerge des interactions de milliards de neurones, alors qu'un neurone tout seul, lui, n'est pas conscient. Autre révolution de la pensée systémique, on oublie la causalité toute simple, en ligne droite, ou A cause B, point. Ici, on entre dans un monde de boucles, de causalité circulaire. L'élément A influence B, qui, en retour, va influencer A. C'est une sorte de danse permanente, un dialogue où chacun répond à l'autre. D'accord, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Prenons un cas que tout le monde connaît bien. Une organisation, une entreprise. C'est un laboratoire parfait pour voir la pensée systémique en action. En fait, une organisation a une double nature. D'un côté, elle est organisée. C'est sa structure, son squelette, l'organigramme, la partie un peu statique. Mais en même temps, elle est organisante. C'est-à-dire qu'elle est toujours en mouvement, elle agit, il y a des flux, des processus. C'est ce qui la rend vivante et donc un système dynamique. Maintenant, imaginons une seconde qu'on enferme cette entreprise dans une bulle complètement hermétique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle s'asphyxie. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Coupée de son environnement, elle ne peut plus s'adapter et elle finit par mourir. Donc, à l'inverse, pour qu'un système survive et prospère, il doit être ouvert. Sa frontière doit être poreuse. Il doit pouvoir absorber des choses de son environnement, on appelle ça des intrants, comme de l'information ou des ressources, et produire des extrants. C'est cet échange constant qui lui permet de s'adapter en permanence. Et justement, cette idée de système ouvert n'est pas du tout restée théorique. Elle a donné naissance à un courant de pensée très influent dans le monde du management, l'école sociotechnique. Son sujet de prédilection, l'interaction encore et toujours, mais cette fois entre les humains et la technologie dans une organisation. On voit bien comment les idées voyagent. Dans les années 60, des chercheurs comme Emery et Trist ont repris les travaux de Bertalanffy. Ils se sont dit, attendez, cette théorie des systèmes, c'est l'outil parfait pour analyser ce qui se passe dans nos usines et nos bureaux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que dans toute entreprise, il y a en fait 2 systèmes qui cohabitent. D'un côté, le sous-système social, les gens, leurs relations, la culture, et de l'autre, le sous-système technique, les machines, les outils, les logiciels. Et bien sûr, ces 2 mondes sont inséparables. Ils interagissent en permanence. Et là, on touche au cœur du sujet. Pour l'école sociotechnique, la performance ne viendra jamais en optimisant l'un ou l'autre. La clé, c'est l'optimisation conjointe. Il faut trouver l'ajustement parfait, l'équilibre idéal entre les besoins des gens et les contraintes de la technologie. C'est de cette harmonie que naît la véritable efficacité.
Alors, pour conclure, quel est l'héritage de tout ça? On voit bien que l'approche systémique, c'est bien plus qu'une simple méthode d'analyse, c'est carrément une autre paire de lunettes pour regarder le monde, un changement profond de perspective. Ce que cette vision a révélé, c'est que les organisations, comme beaucoup d'autres systèmes vivants, ne sont pas des machines bien huilées et prévisibles. Pas du tout. Elles sont dynamiques, les liens de cause à effet ne sont jamais simples, ils sont non linéaires, et par conséquent, leur comportement est souvent imprévisible. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on part du principe que notre monde, de l'économie aux écosystèmes, est un immense réseau de systèmes interconnectés, alors quelles sont les connexions essentielles qu'on est en train de rater? Quelles sont ces interactions invisibles qui pourtant façonnent notre réalité? La pensée systémique n'apporte pas forcément la réponse, mais elle nous invite à poser la bonne question.